SMA TV vous présente Parlons Santé avec votre pharmacien Daniel Lachance. Nous allons parler santé en compagnie de Daniel Lachance du côté du Népres à Montmagny. Bonjour Daniel. Allô. Daniel, on parle de vaccination à nouveau. Oui, ça faisait un petit bout de temps. On en a parlé pas mal avec la COVID, récemment avec le VRS, mais là, avec l'annonce de la santé publique sur l'éclosion des cas de rougeole, je me sentais un peu l'obligation d'en reparler parce que l'éclosion de rougeole est directement reliée à la baisse du taux de vaccination chez les enfants. Parce que c'était pratiquement éradiqué, la rougeole. Oui, tout à fait. Dans le fond, on avait une immunité collective qui était atteinte. Là, on parle... c'est sûr que c'est pire à Montréal, mais on parlait d'un taux de vaccination dans certains coins de Montréal qui tourne autour de 30 ça va pas... la moyenne au Québec est de 80 ce qui est faible. Pour avoir l'immunité collective, c'est 95 que ça prend pour dire on n'aura pas de cas. Et puis, il n'y a pas de raison que ça soit aussi bas parce que c'est dans le PQI, dans le programme d'immunisation du Québec. Donc, c'est dans le calendrier usuel de vaccination chez les enfants. Donc, ceux qui ne se font pas vacciner, c'est parce qu'on refuse la vaccination. En bonne partie, peut-être qu'aussi, il peut y avoir de l'immigration qui ne sont pas encore fait vacciner. Là. Je ne veux pas trop généraliser non plus. Là. Ça pourrait un peu expliquer ce qui se passe présentement. C'est les nouveaux arrivants qui n'ont pas nécessairement leur vaccin. Aussi, mais il y a quand même du refus de vaccination, ça existe. Est-ce que c'est des parents qui refusent de faire... Oui. Carrément. Bon, suite à la COVID, je ne sais pas si c'est pire, je n'ai pas de données précises là-dessus, mais on dirait qu'il y a eu un mouvement anti-vaccin qui s'est élargi aux vaccins en généraux. Puis il n'y a pas aucune bonne raison, sauf une allergie, ce qui est très rare, là, mais il n'y a aucune bonne raison de ne pas faire vacciner son enfant. Ça demeure, selon mon opinion, la découverte scientifique, la découverte médicale la plus importante encore à ce jour du dernier siècle, donc la découverte de M. Pasteur. Oui. Puis les craintes sont souvent non fondées, sont souvent basées sur des informations qui sont fausses, ou des demi-vérités, ou puis même la plupart du temps complètement des faussetés. Là. Mais j'imagine qu'il y a quand même eu une évolution depuis le vaccin de Louis Pasteur. Ah ben oui, mais le principe est vraiment le même. En fait, là, un vaccin, c'est pas compliqué. Ceux qui pensent que ça baisse le système immunitaire, c'est totalement faux. En fait, on crée des anticorps. On n'affaiblit pas le système immunitaire avec un vaccin. On injecte, dans le fond, il y a des vaccins oraux aussi, ça peut être de façon orale. Il y a des capsules maintenant pour certains vaccins contre certaines bactéries, notamment le typhus. On a un vaccin oral qu'on voyage, là, puis qu'il y a des ondes endémiques de typhus. On peut prendre le vaccin oral pour le typhus, notamment. Mais la plupart sont sous forme injectable. Dans le fond, on injecte soit une capsule vide de virus, là, une enveloppe de virus qui, dans le fond, va faire que le corps va reconnaître ce virus-là, créer des anticorps, puis va créer des cellules mémoire. Puis donc, si on a la vraie infection, le corps va être prêt. Donc, on crée des anticorps. Dans le fond, on stimule notre système immunitaire, on ne l'affaiblit pas. C'est complètement l'inverse. Et ça, c'est le type de vaccin qu'il y a pour la rougeole, entre autres. Oui, c'est ça, exactement. Ça. Donc, puis, il y a des vaccins vivants atténués. Donc, on prend un virus, on le tapoche un peu, puis on l'injecte. Celui-là, dans le fond, il faut juste être prudent chez les gens qui sont immunosupprimés, parce qu'étant donné que le vaccin, le produit qu'on injecte, il n'est pas dangereux du tout chez une personne qui est immunocompétente. Donc, son système immunitaire va très bien. Mais quelqu'un, mettons, qui a de la chimio importante ou on donne des médicaments immunosuppresseurs, il faut y aller avec prudence avec les vaccins vivants, mais qui sont peu de vaccins là, dans ce qu'on utilise. Et puis, il y a souvent des alternatives dans le fond, de vaccins morts. Ou de particules de virus, finalement, qui peuvent être données. Donc, il n'y a rien, dans le fond, dans un vaccin, comme je vous dis, sauf une réaction allergique. Des gens, des fois, on parlait du Guillain-Barré. Ce qu'il faut savoir, c'est un effet secondaire très rare des vaccins, mais qui est un syndrome qui peut être engendré quand on attrape un virus aussi. En fait, c'est tout comme une aberration du système immunitaire qui s'emballe un peu trop et des symptômes neurologiques. Donc, ça n'arrive pas seulement quand il y a un vaccin. Ça arrive moins fréquemment avec un vaccin qu'avec un virus. On a plus de chances d'avoir un Guillain-Barré si on attrape la grippe que si on a le vaccin pour la grippe. C'est ce qu'il faut relativiser, mais c'est un risque qui existe parce que, dans le fond, on stimule le système immunitaire, donc il peut s'emballer, mais comme pas plus fréquemment avec un vaccin, c'est pas une raison suffisante pour ne pas se faire vacciner parce que c'est extrêmement rare. Ça peut bien récupérer de toute façon, mais bref, je n'ai jamais vu. J'ai jamais vu un Guillain-Barré avec des vaccins, puis on vaccine pas pire en pharmacie depuis un certain temps. Donc, il ne faut pas être chanceux, mais c'est possible. Les réactions allergiques,
comme n'importe quel produit, on peut être allergique soit au vaccin, soit un excipient qui est à l'intérieur. Mais comme on peut être allergique à n'importe quel médicament, puis comme on peut être allergique aux peanuts, fait qu'on le sait pas. C'est pas une raison pour s'en empêcher. Exactement. C'est pas une raison pour s'empêcher de le donner. De toute façon, une réaction allergique, on va le savoir assez rapidement après le vaccin. Puis souvent, les professionnels vont prendre en charge la réaction allergique. Puis bon, après ça, évidemment, là, c'est une contre-indication relative pour ce patient-là pour les autres vaccins. Ou en tout cas, du moins, on va être très, très prudent lorsqu'on va injecter d'autres vaccins. Puis on va les mettre sous observation. Pour ce qui est de tout le reste, l'autisme, c'est éprouvé, les études, ça n'a pas rapport. Ça ne cause pas l'autisme d'aucune façon. Il y a encore des données et de l'information qui circule là-dessus, puis qui est plein d'anti-sciences puis d'anti-vaccins qui vont dire totalement des aberrations, mais la littérature scientifique démontre très bien qu'il n'y a pas de lien entre l'autisme et la vaccination, ni nommer n'importe quelle autre maladie grave ou peu importe, il n'y a aucun lien qui est fait entre la vaccination puis aucun problème de santé sévère, puis pas plus les vaccins de la COVID, là, quand ça a sorti, là, c'était comme, là, on faisait des expérimentations avec le monde, puis tout ça. Oui, les gens ont eu peur parce que ça est sorti très rapidement. Ça a sorti très rapidement, mais comme on se répète, c'est que la communauté scientifique en entier était consacrée, donc mettez demain matin n'importe quel laboratoire scientifique, des moyens illimités, puis une politique qui est toute visée là-dessus, on va guérir le sida. Là, mais le problème est souvent problème de financier. Là. Dans le fond, les moyens sont limités pour faire de la recherche parce qu'il faut qu'il y ait une rentabilité. Là. Ça, c'est le côté pharmaco-économique. Et puis, de recruter des patients aussi. Donc, c'est pas toujours pour recruter des patients dans les études, c'est pas toujours évident. Donc, fait que c'est les deux, souvent, freins à l'évolution d'un traitement ou l'évolution donc, c'est pour ça que certaines maladies orphelines, on se ramasse avec des traitements qui coûtent une fortune parce qu'il y a peu de patients. Puis c'est compliqué de faire les recherches, ça coûte très cher. Puis dans le fond, quand ils sortent un médicament pour une maladie qui a quelques patients seulement, là, on se retrouve avec des produits des fois qui vont coûter quelques dizaines de milliers de dollars pour traitement. Donc c'est un peu le principe. Il faut qu'il y ait les compagnies font de la recherche, puis il faut qu'il y ait une certaine rentabilité. Ça, on parle mais pour les vaccins de la COVID, mais tous les gouvernements, il y avait aucune limite sur les ressources, là, ça faisait cracher l'économie mondiale, puis tout le monde s'était entendu, tout le monde focusait là-dessus, puis il n'y avait pas de limite de moyens, puis il n'y avait pas de limite de patients pour recruter dans les études aussi, parce qu'il y avait tellement de cas que c'était facile. Donc, tout était en place pour qu'on puisse développer à vitesse grand V, mais il n'y a aucune étape qui a été sautée, il y a juste qu'on a pu les faire de manière très accélérée. Mais c'est ça. Et si on parle dans le cas du vaccin, dans le cas de la rougeole, dans le fond, quelqu'un qui est vacciné a très peu de chances de l'attraper. Puis, très, très peu de chance. Puis, si jamais il l'attrape, parce qu'il y en a là, qui font moins de séroconversion, moins d'anticorps, si je peux m'exprimer ainsi, mais vont développer des symptômes beaucoup moins sévères. Donc, fait que même si on l'attrape, un peu comme dans le même principe que dans la COVID, la COVID va protéger, va pas nécessairement beaucoup empêcher la transmission, mais va diminuer de beaucoup les complications. Mais la rougeole, elle empêche beaucoup la transmission. Ce qu'il faut savoir, c'est que la rougeole, si la COVID était contagieuse, la rougeole est là, c'est là, au niveau contagieux. On l'avait oublié parce que, justement, il n'y avait plus de cas ou à Exactement, peu près. Mais une personne qui a la rougeole le transmet en moyenne à 18 personnes autour d'elle. Donc, un cas dans la dernière épidémie qu'il y a eu en 2011, ce que j'ai lu, il y avait redressé qu'un cas de rougeole, avec tous ses contacts, en avait causé 600. Donc, c'est extrêmement contagieux. Les complications ne sont pas si fréquentes si on parle mais c'est quand même dans les maladies par rapport à la varicelle et tout, c'est celle qui amène le plus de complications. Mais étant donné que c'est tellement contagieux et que ça cause tellement de cas que plus on augmente les cas, plus les complications arrivent. Donc, évidemment, ça arrive en âge plus avancé, comme toute maladie infantile qui arrive en âge plus avancé, les complications sont beaucoup plus fréquentes et beaucoup plus sévères. Donc, puis là, mon message aussi, j'en ai beaucoup de téléphones. Ceux qui nous appelaient, c'était pas ceux qu'on visait vraiment dans le message de la santé publique. Les personnes qui sont nées avant 1970, là, c'est sûr, vous avez soit eu la rougeole ou été vacciné. Fait que, tu sais, c'était pas à vous ce message-là. Vous n'avez pas besoin, vous êtes protégé à vie. Là. C'est vraiment chez les jeunes patients qui sont nés après 70, là, qui est comme un peu ce qu'on a eu là, par la santé publique, qui de vérifier leur statut vaccinal, puis si on ne l'a pas eu, mais de se faire vacciner. Et si on n'a pas l'information, comme les gens qui arrivent d'ailleurs, justement, qui n'ont pas nécessairement l'information s'ils ont eu ou non le vaccin? Bien, souvent, c'est les gens qui arrivent d'ailleurs le savent. Pas dans le doute. Si on n'est pas capable de retracer l'information, on va redonner des rappels de vaccin. Il n'y a pas de problème. Bon, ben voilà.
Et je pense qu'on a fait une belle tournée. Un petit wrap-up là, oui, de la vaccination. Je pense que ça fait du bien Il de y a se encore mettre à beaucoup de jour mythes qui là-dessus. circulent, malheureusement. Merci beaucoup, Daniel. Merci.